Qu'il s'agisse de matchs records ou de journées payantes, ces catcheurs n'étaient pas seulement des superstars sur le ring, ils étaient aussi des machines à cash pour la WWE. Chacun d'entre eux a contribué au succès de la compagnie, que ce soit par des performances électrisantes, des ventes de produits dérivés ou des pay-per-view massifs. Voici ce que ces catcheurs superstars ont rapporté à la WWE à leur apogée. Préparez-vous à en prendre plein les yeux, car certains de ces chiffres sont assez fous. Avant d'entrer dans les détails, il convient de comprendre un certain nombre de choses sur la structure des revenus et des recettes de la WWE. La WWE a été fondée en 1953, à une époque où le catch était très populaire, mais pas aussi lucratif qu'aujourd'hui. La majorité des revenus d'une promotion provenait de la vente de billets et des recettes des événements. En conséquence, les catcheurs étaient sous-payés alors qu'ils semblaient générer tous les revenus de la société. Les sociétés de catch professionnelles gagnent désormais des millions de dollars par an grâce au parrainage et aux mentions, aux droits de télévision, aux promotions sur les médias sociaux, à la vente de marchandises et à bien d'autres choses encore. Actuellement, la World Wrestling Entertainment a un revenu total d'environ 1,4 milliard de dollars. Il y a 10 ans, ce chiffre s'élevait à un peu plus de 650 millions de dollars, ce qui est toujours considéré comme une amélioration par rapport au revenu annuel total qui s'élevait à 380 millions de dollars en 2005. Aussi exponentielle que soit la croissance, la majorité des revenus d'une promotion de catch est générée par les hommes qui montent sur le ring. Alors que nous entamons notre liste, il est important de se rappeler que le montant d'argent qu'un catcheur rapporte à lui seul à une société n'est pas le revenu total de la société, ni le revenu total du catcheur en question. Les deux parties ont d'autres moyens de gagner leur vie et d'augmenter leurs revenus. Mais en fin de compte, plus un catcheur peut gagner de l'argent pour lui-même, plus il en gagne pour la compagnie. C'est pourquoi cette vidéo ne présente que les plus grands noms de ceux qui ont travaillé à la WWE. Ce sont eux les vrais faiseurs d'argent. Ceci étant dit, entrons dans notre liste, en commençant par Hulk Hogan. Pour vous donner une idée globale de l'évolution des revenus générés à la WWE par les catcheurs superstars, il est important de commencer par la Golden Era, une époque où le catch de divertissement n'était pas encore aussi mainstream qu'il l'est aujourd'hui. Vous n'êtes probablement pas familier avec ce qu'on appelle l'âge d'or, alors nous allons vous expliquer. Vous vous souvenez que nous avons mentionné plus tôt que la WWE a été fondée en 1953? À l'époque, la société était connue sous le nom de Capitol Wrestling Corporation, mais il s'agissait des tout premiers temps. 10 ans plus tard, elle a été rebaptisée World Wide Wrestling Federation, et c'est à cette époque que le catch a commencé à être reconnu et apprécié au niveau national. Cette époque est marquée par la présence de superstars tels que Bruno Sammartino, Billy Graham et Bob Backlund. Et pendant tout ce temps, seuls les catcheurs dont les gimmicks les présentaient comme des gentils étaient poussés à gagner des titres ou à les conserver plus d'un mois. C'était amusant, c'était ridiculement violent, mais il était un peu difficile de gagner autant d'argent que possible parce que tout le monde n'avait pas la chance d'être le favori des fans. Jusqu'en 1980, lorsque Vincent K. McMahon, le fils de Vincent G. McMahon, fonde Titan Sports, Inc. et, 2 ans plus tard, rachète Capitol Sports, la société mère de la WWF, à son père et à ses associés. Il la rebaptise World Wrestling Federation et commence à mettre en œuvre des systèmes et des idées qui prennent d'assaut l'ensemble de l'industrie du catch professionnel. Dans ce que l'on appelle aujourd'hui le boom du catch professionnel des années 1981, Vince McMahon a profité de l'expansion de la télévision par câble, a fait en sorte que la WWF soit diffusée sur toutes les chaînes de télévision des États-Unis et a commencé à utiliser les revenus générés par la publicité, les contrats télévisés et les ventes de cassettes pour s'assurer les services de talent auprès des promoteurs rivaux. Le président s'est littéralement donné pour mission de faire de sa société la première promotion de catch au monde, et c'est pourquoi il a commencé à racheter de plus petites promotions de catch aux États-Unis. Lorsqu'on l'interroge sur cette audacieuse démarche commerciale, sa réponse est la suivante. Autrefois, il y avait des fiefs de catch dans tout le pays, chacun avec son propre petit seigneur en charge. Chaque petit seigneur respectait les droits du petit seigneur voisin. Les prises de contrôle et les raids n'étaient pas autorisés. Il ajoute:
Il y avait peut-être 30 de ces petits royaumes aux États-Unis, et si je n'avais pas racheté mon père, il y en aurait encore 30, fragmentés et en difficulté. Bien entendu, je n'avais aucune allégeance envers ces petits seigneurs. En gros, l'âge d'or a marqué le début de la période où Vince McMahon était à la tête de la WWF, et les conséquences de ces décisions commerciales impitoyables ont été une croissance folle de la lucrativité de l'entreprise. Et devinez qui était à l'avant-garde de cette époque? C'est bien Hulk Hogan. Hogan rejoint le WWF en 1985 après avoir quitté l'AWA en difficulté et devient en un rien de temps le visage de la compagnie. Aux côtés d'André the Giant et de Macho Man, Randy Savage, la société connaît une croissance financière exponentielle. Au cours de ses premières années d'existence, le personnage héroïque de Hulk Hogan fait grimper le prix des billets en flèche en raison de la forte demande. La société a donc capitalisé sur son influence, et c'est pourquoi Hogan a été la tête d'affiche de 8 des 9 premières éditions de l'événement annuel phare de la WWF, WrestleMania. Il est également devenu une tête d'affiche régulière de Saturday Night's Main Event et de son spin-off, The Main Event, a été 5 fois champion de la WWF, son règne de 1474 jours étant le plus long de l'ère WrestleMania, et a été le premier catcheur à remporter des Royal Rumble consécutifs lorsqu'il a gagné les éditions 1990 et 1991. Au sommet de son art, en février 1988, le match de Hulk Hogan contre André le Géant à WWF The Main Event a attiré une foule folle de 33 millions de téléspectateurs. L'émission, qui détient toujours le record d'audience de la télévision américaine, a obtenu un score de 15,2 chez Nielsen. Et pour les fans de catch de l'époque, c'était tout ce dont on pouvait parler. Ce succès commercial s'accompagne de sommes folles. En 1984, avant que Hulk Hogan ne rejoigne la société, l'ensemble de la WWF gagnait environ 29,6 millions de dollars, ce qui équivaut à plus de 62 millions de dollars dans le monde d'aujourd'hui. À la fin de sa première année au sein de la société, ce chiffre avait presque doublé, atteignant la barre des 63 millions de dollars. Et en 1988, la WWF gagnait environ 99 millions de dollars, soit l'équivalent de 190 millions de dollars avec l'inflation en 2025. En 1990, à l'apogée de l'âge d'or, la WWE enregistre un chiffre d'affaires annuel record de 147,84 millions de dollars. À la fin de l'ère, en 1993, la société avait enregistré un revenu total de 881 millions de dollars sur une décennie, soit l'équivalent de 1,7 milliard de dollars dans l'économie d'aujourd'hui. Et c'est principalement grâce à Hulk Hogan. Vous vous demandez probablement pourquoi personne ne parle de l'argent que Hulk Hogan a rapporté à la WWE. C'est à cause de ce qui s'est passé dans les dernières années de la Golden Era. Nous en parlerons tout comme nous parlerons des catcheurs suivants qui ont fait gagner beaucoup d'argent à la compagnie de Vince McMahon: Bret Hart et Shawn Michaels. Pour la plupart des passionnés de la WWE, ces deux noms ne sont associés qu'à l'infâme Montréal Screwjob. Mais voici les faits. La seule raison pour laquelle le Screwjob est si bien mémorisé dans l'histoire de la catch professionnelle est la personne que les deux hommes étaient et ce qu'ils représentaient avant l'événement lui-même. Bret Hart était déjà une superstar avant même de monter sur le ring de la WWF. Son père était le légendaire Stu Hart, ce qui fait de lui un membre de la famille Hart Wrestling, reconnu dans le monde entier. Dès son plus jeune âge, Hart était déjà très impliqué dans le milieu et a même commencé comme arbitre à la Stampede Wrestling en 1976 avant de faire ses débuts sur le ring quelques années plus tard. Il rejoindra finalement la WWF en 1984, 4 ans avant Shawn Michaels, qui, bien que n'étant pas issu d'une prestigieuse famille de catcheurs, était déjà une star lorsqu'il a été engagé par Vince McMahon. Shawn Michaels a commencé sa carrière de catcheur professionnel dans les années 70, au sein de la défunte NWA. Quelques années plus tard, il est passé à l'American Wrestling Association, et c'est là qu'il s'est vraiment fait un nom, devenant la moitié d'une des plus grandes équipes de catch professionnelles de tous les temps, les Midnight Rockers, aux côtés de Marty Jannetty. Le duo était si prestigieux que lorsque la WWF est venue frapper à la porte en 1988, les deux gars ont été signés pour poursuivre leur partenariat.
Mais il faut savoir que Bret Hart et Shawn Michaels faisaient déjà partie de la WWF à l'époque de la Golden Era. Alors comment ont-ils pu, en quelque sorte, détrôner Hulk Hogan pour devenir les plus gros salaires de la compagnie? La réponse à cette question réside dans le fait que l'influence de Hulk Hogan sur le développement financier de la WWE dans les années 80 n'est pas souvent évoquée. En 1991, il a été révélé qu'un certain nombre de gros bonnets de Vince McMahon, dont Hulk Hogan, faisaient partie d'un réseau de dopage et de stéroïdes. L'enquête sur cette affaire a permis d'établir qu'un médecin de la WWF était responsable de l'approvisionnement des athlètes en médicaments. L'un de ses patients était, devinez qui? C'est bien Hulk Hogan. Non seulement le Hulkster était un patient, mais il s'est avéré qu'il consommait beaucoup de substances illégales et de stéroïdes. Bien que Vince McMahon ait également été mêlé à ce scandale des stéroïdes, il n'était pas très réjouissant que le plus grand acteur de la société soit impliqué dans une telle histoire. Pour ne rien arranger, à peine un an plus tard, les allégations d'agression sexuelle du Ring Boy de 1992 et de Rita Chatterton ont éclaté au grand jour. Vince McMahon a été accusé d'avoir violé une ancienne catcheuse de la compagnie, Rita Chatterton, tandis qu'un certain nombre de grands catcheurs et de dirigeants de la compagnie, comme l'annonceur Mel Phillips, Terry Garvin et Pat Patterson, ont été accusés de recruter des adolescents à des fins d'exploitation sexuelle, au sein même de l'environnement de travail de la WWF. Qu'ils soient vrais ou faux, tous ces scandales survenus au même moment ont fait très mauvaise presse à la compagnie, d'autant plus qu'ils impliquaient certains des vétérans les plus emblématiques de la compagnie. En conséquence, Vince McMahon a décidé d'écarter Hulk Hogan et d'autres superstars qui avaient fait le succès de la Golden Era. Au cours des mois suivants, Bret Hitman Hart, Shawn Michaels, The Undertaker, Razor Ramon, Diesel, Lex Luger, Yokozuna, Owen Hart, Crush et Tatanka sont tous arrivés pour commencer ce que la WWF a appelé la nouvelle génération. Avant que Bret Hart et Shawn Michaels ne deviennent les visages de la compagnie, Vince McMahon avait essayé de pousser l'Ultimate Warrior vers le haut de la carte, mais cela n'a jamais vraiment fonctionné. L'ère de la nouvelle génération n'a duré que de 1994 à 1997, et honnêtement, ce n'était pas la meilleure époque pour la WWE. Les intrigues autour de Bret Hart et de Shawn Michaels étaient beaucoup plus faibles. Les controverses et les scandales qui entourent la compagnie nuisent à la force de la base de fans, ce qui se traduit par une baisse des revenus. Un certain nombre d'autres promotions commencent à grignoter une partie du marché du catch professionnel, ce qui accroît la concurrence pour la société de Vince McMahon. À la fin de l'ère, en 1997, la société avait gagné 344,34 millions de dollars en 3 ans, soit l'équivalent d'environ 580 millions de dollars si l'on tient compte de l'inflation. Cela semble encore beaucoup d'argent, mais la compagnie était loin d'être ce qu'elle était à l'époque. Mais ces nouveaux catcheurs ont joué un rôle majeur en ramenant la WWE là où elle aurait dû être. Leurs noms, Stone Cold, Steve Austin et The Rock. Avant d'entrer dans les détails, il y a une chose que vous devez comprendre à propos de l'ère de l'attitude. Il ne s'agissait pas seulement d'un changement de mariage. Cela a changé la WWE pour toujours. À la fin des années 90, la WWE luttait pour sa survie. La WCW était au sommet des Monday Night Wars, volant le public de la WWE et l'écrasant dans les codes d'écoute. Vince McMahon avait besoin d'une mesure radicale pour redresser la barre. Et qu'a-t-il fait? Il a embrassé le chaos. L'époque des super-héros et des visages de bébés est révolue. Ils ont été remplacés par des anti-héros, des intrigues tendues et les moments les plus fous de l'histoire du catch. Au premier plan de cette folie, on trouve Stone Cold, Steve Austin et The Rock. Ces deux stars n'étaient pas seulement bonnes pour la télévision, elles étaient des machines à fric. Après avoir été renvoyé de la WCW, Steve Austin est entré à la WWE et, en 1996, il a remporté le tournoi King of the Ring. Tout à coup, la WWE tenait sa nouvelle grande vedette. Et, au cours des années suivantes, Austin est devenu l'anti-héros par excellence, envoyant balader son patron, buvant des bières et assommant tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Les fans l'adorent et la WWE sait qu'elle a trouvé l'or. Ensuite, il y a eu The Rock. Au départ, il n'était pas la figure la plus sympathique.
Les fans détestaient Rocky Maivia et sa personnalité souriante à l'emporte-pièce. Mais une fois qu'il s'est mis à parler avec arrogance et à traiter les gens de jabronis, il est devenu une vedette. À la fin des années 90, The Rock était l'homme le plus électrisant du monde du sport, avec des phrases et des moments qui sont encore cités aujourd'hui. Avec des stars comme Austin et The Rock en tête, la WWE est passée d'une situation difficile à des recettes annuelles de plusieurs millions d'euros. C'est la période la plus importante de l'histoire de la WWE. De 1998 à 2002, la WWE a engrangé la somme astronomique de 1,6 milliard de dollars, soit environ 2,5 milliards de dollars dans le monde d'aujourd'hui. C'est un chiffre époustouflant, surtout si l'on considère que la WWE était en difficulté quelques années auparavant. Pendant 5 années consécutives, la WWE a connu une croissance record, et ce grâce aux stars de l'ère de l'attitude. Mais il y a un hic, la WWE aurait pu gagner bien plus d'argent si Austin et The Rock étaient restés plus longtemps. Les blessures d'Austin l'ont ralenti, et le Rock est devenu célèbre à Hollywood. Ils étaient là pour les grands matchs, mais leur temps en tant que catcheur à plein temps touchait à sa fin. Pourtant, on ne peut nier leur impact. Sans Austin et The Rock, l'ère de l'attitude de la WWE n'aurait pas été l'ère de l'attitude. Ce sont leurs rivalités, leurs promos et leurs personnalités plus grandes que nature qui ont fait de la WWE le roi incontesté du catch professionnel. Puis vint l'ère de l'agressivité impitoyable. La compagnie avait besoin de nouvelles stars, et c'est là que John Cena, Randy Orton et Batista sont entrés en scène. 3 hommes qui allaient définir la prochaine décennie de la WWE. Bien sûr, l'ère de l'attitude a été la période la plus fructueuse de l'histoire de la WWE, mais lorsque la poussière est retombée et que les Monday Night Wars ont pris fin, Vince McMahon s'est retrouvé confronté à un nouveau problème. Il devait continuer sur sa lancée. Avec la retraite de Stone Cold Steve Austin et le départ du Rock pour Hollywood, la WWE avait besoin de nouveaux visages pour porter la compagnie vers l'avenir. C'est ainsi qu'est née la Ruthless Aggression Era. Cette ère est marquée par le changement. La WWE ne luttait plus contre la WCW pour sa domination, mais contre la stagnation. Après des années de croissance record, les affaires de la WWE ont pris un coup au début des années 2000. Le public de l'ère de l'attitude a commencé à diminuer, déçu par l'absence de The Rock et de Stone Cold. Les achats de pay-per-view ont chuté, les ventes de marchandises ont ralenti, et, pour la première fois depuis des années, la domination de la WWE n'était plus aussi certaine. En 2003, la WWE a engrangé 374 millions de dollars, ce qui est inférieur aux recettes de l'ère Attitude. L'année suivante, ce chiffre est tombé encore plus bas, à 330 millions de dollars. Bien que toujours rentable, la situation n'est plus la même. Cependant, alors que la WWE connaît des difficultés financières, il se passe quelque chose d'important en coulisses. En 2005, la WWE a trouvé sa nouvelle tête d'affiche, John Cena. D'abord présenté comme un rappeur effronté et adepte du freestyle, John Cena séduit rapidement les fans par son charisme et son éthique de travail. Il remporte son premier championnat de la WWE à WrestleMania 21 et à partir de ce moment, la WWE lui attache une fusée dans le dos. Aux côtés de Cena, Batista et Randy Orton sont également préparés à la célébrité. Batista, avec son physique puissant et son attitude cool, est devenu instantanément le favori des fans après s'être séparé d'Evolution et avoir battu Triple H pour le titre de champion du monde des poids lourds. De son côté, Randy Orton, le Legend Killer, arrogant et doué, s'est imposé comme l'avenir de la WWE grâce à une série de rivalités très médiatisées. Avec ces trois-là, la WWE a commencé à rebondir. Le produit s'est affiné, de nouvelles intrigues ont attiré des fans plus jeunes et, surtout, les recettes ont recommencé à augmenter. En 2006, les revenus annuels de la WWE ont atteint 400 millions de dollars, ce qui représente une nette amélioration par rapport aux premières années de l'ère.
En 2008, ce chiffre est monté en flèche pour atteindre 485 millions de dollars, marquant un net retour à la stabilité financière. Au cours de l'ère de l'agressivité impitoyable, la WWE a généré la somme impressionnante de 2,5 milliards de dollars, soit l'équivalent de 3,6 milliards de dollars en monnaie d'aujourd'hui. Bien que cette ère n'ait pas été aussi folle que l'attitude Era, elle a été importante pour la survie de la WWE. Elle a jeté les bases de l'avenir de la compagnie, créé certaines de ses plus grandes stars et prouvé que la WWE pouvait prospérer sans Austin, The Rock ou le chaos des Monday Night Wars. Si Randy Orton, John Cena et Batista ont grandement contribué à résoudre les problèmes financiers de la WWE, l'un d'entre eux a été un peu plus utile que les autres. Et soyons réalistes, nous parlons de John Cena. Après l'ère Ruthless Aggression, la WWE a opté pour une approche un peu plus familiale. Elle s'est détournée du sang, de la violence et du contenu osé qui caractérisait les époques précédentes. Au lieu de cela, la société a mis une cape à John Cena et en a fait le super-héros d'une nouvelle génération. John Cena n'était pas seulement la star de la WWE, c'était aussi une machine à fric ambulante et parlante. Les produits dérivés, ils s'envolèrent des rayons. Les ventes de billets ont explosé. Que les fans l'adorent ou le conspune, tout le monde avait une opinion sur Cena, ce qui signifiait que les affaires étaient florissantes. Certains fans n'étaient pas très heureux de l'arrivée de PG. L'époque des bagarres sauvages et des intrigues tendues était révolue. Désormais, il était question de campagne contre l'intimidation, d'animateurs invités et d'animation pour les enfants. Mais tandis que les fans les plus âgés se plaignaient, les affaires étaient de florissantes. La WWE a étendu sa portée mondiale, a signé des contrats de télévision très lucratifs et a misé sur un public plus jeune. Entre les contrats télévisés, les parrainages et un empire de produits dérivés alimentés par des t-shirts colorés et des doigts en mousse, la WWE a engrangé 2,97 milliards de dollars, soit 3,8 milliards de dollars aujourd'hui, au cours de cette période, prouvant que le changement de catégorie PG était la bonne décision financière. Que cela plaise ou non aux fans les plus endurcis, le public ne se lassait pas de leurs nouveaux produits raffinés. La moitié du public applaudit, l'autre moitié hue, mais tout le monde regarde. Pendant ce temps, la WWE a fait appel à des vedettes de renom comme The Rock et Brock Lesnar pour maintenir l'intérêt, tandis que de nouveaux talents comme CM Punk et Daniel Bryan ont gagné en popularité auprès des fans qui avaient envie de quelque chose de nouveau. Mais la WWE ne pouvait pas rester PG éternellement. Les enfants qui ont grandi en chantant « You Can't See Me » vieillissent et veulent quelque chose de plus d'action, plus de surprises et beaucoup plus d'attitude. C'est ainsi qu'est née l'ère de la réalité. L'attitude Era a connu le chaos. L'ère Ruthless Aggression avait du sang frais. Mais l'ère de la réalité, elle avait quelque chose de différent. Au centre de tout cela se trouvait Daniel Bryan. Il n'était ni le plus grand, ni le plus fort, ni l'homme que la WWE avait imaginé pour son rôle d'afficheur. Mais les fans l'ont vraiment aimé, forçant la main de la WWE et poussant Bryan à remporter la plus grande victoire de sa carrière, à WrestleMania 30. Mais aussi vite qu'il s'est élevé, les blessures l'ont emporté, laissant la WWE à la recherche d'un nouveau champion. C'est ainsi qu'est né Roman Reigns. La WWE voulait faire de lui le prochain Cena, mais les fans n'y croyaient pas. Chaque arène est devenue un champ de bataille, la moitié de la foule l'acclamant. Pendant ce temps, CM Punk est parti, Brock Lesnar a brisé la streak et Seth Rollins a encaissé le plus beau contrat Money in the Bank de tous les temps. C'était le chaos, c'était imprévisible et c'était du gros business. La WWE a engrangé 1,3 milliard de dollars, tandis que de nouvelles stars émergeaient et que la société réfléchissait à son avenir. L'ère de la réalité, ce n'était plus la WWE qui prenait les décisions, c'étaient les fans qui la forçaient à le faire, pour le meilleur ou pour le pire. La WWE n'a eu d'autre choix que d'écouter. Il s'en est suivi une ère d'engouement, d'espoir et de choix difficiles à comprendre. La nouvelle ère. La WWE a démarré en force. La séparation des marques est revenue, donnant à Raw et SmackDown des équipes distinctes. AJ Styles fait son apparition,
et devient instantanément le favori des fans. La révolution féminine a pris son essor, Charlotte, Becky et Sasha prouvant qu'elles pouvaient voler la vedette. Pendant un certain temps, tout semblait nouveau et frais. Mais ensuite, les choses ont pris un tournant. L'histoire est devenue confuse. La WWE a poussé les stars qu'elle voulait alors que les fans en voulaient d'autres. La montée en puissance de l'AEW en 2019 n'a pas aidé. Soudainement, la WWE avait de nouveau une véritable concurrence. Pourtant, les affaires étaient en plein essor. L'accord avec l'Arabie Saoudite a rapporté beaucoup d'argent, même si les spectacles ressemblaient à des WrestleMania de réalité alternative. Et malgré quelques réservations douteuses, la WWE a engrangé 4,7 milliards de dollars. C'est à ce moment-là que Roman Reigns a fait parler de lui. Pendant des années, la WWE a enfoncé Roman Reigns dans la gorge des fans, qui l'ont bâillonné. Chaque rejet du Royal Rumble, chaque événement principal forcé, était douloureux. Puis, en 2020, il a inversé le scénario. Il a cessé d'essayer d'être le prochain Cena et a commencé à être le chef de tribu. Il a détruit tout le monde. Il les a empilés à WrestleMania. Il a même fait en sorte que conserver le titre pendant plus de 1000 jours semble être un jeu d'enfant. Et soudain, le gars que la WWE voulait voir comme le visage de la compagnie est devenu le visage de la compagnie. La preuve, la WWE a engrangé la somme astronomique de 8,7 milliards de dollars. Au moment où Roman Reigns est devenu la plus grande star de la WWE, la pandémie a frappé. La WWE est entrée dans l'étrange ère silencieuse du Thunderdome. Sans les foules, tout semblait différent, mais les Romains continuaient à prospérer. Une fois la pandémie passée et les fans revenus, l'énergie a repris le dessus. Et puis, le plus grand changement est intervenu. Triple H a pris le contrôle de la création. Du jour au lendemain, la WWE s'est sentie différente. Les matchs se sont allongés, la narration s'est affinée, et les catcheurs que les fans appréciaient ont été poussés dans leur retranchement. Cody Rhodes est revenu à la maison, cherchant à remporter le championnat que son père n'a jamais gagné. CM Punk est revenu. L'histoire de la Bloodline a fait de la WWE une télévision de prestige. C'est comme si la compagnie s'était souvenue de ce qu'elle devait faire pour être cool. Depuis, chaque année a rapporté plus d'1 milliard de dollars, la WWE cumulant 2,6 milliards de dollars. Il s'avère que lorsque la programmation a du sens, les gens regardent. C'est tout pour cette vidéo sur l'argent que ces catcheurs ont rapporté à la WWE. Lequel de ces catcheurs est le plus impressionné par cette liste? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.